Bonsoir Essar Midani. Bonsoir Tom et bonsoir tout le monde, Merci Essar. tous nos auditeurs, nos chers auditeurs. Bonsoir. Alors Essar, nous sommes arrivés au 36e Citrep, nous sommes le 12 mars, et je voulais faire une toute petite parenthèse juste avant de commencer le Citrep, ou du moins le préambule. C'est que effectivement Oui. les difficultés techniques fait en sorte que quand j'ai fini ma phrase, vous recevez cette phrase à peu près une seconde et demie plus tard, et on voit et on entend votre réponse encore une seconde et demie plus tard également, ce qui veut dire 3 ou 4 secondes de décalage. Donc bon, je pense qu'un certain nombre de nos vidéos spectateurs et spectatrices ont dû constater ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'effectivement on a un décalage temporel assez sensible, et voilà, hein, c'est pas que vous voulez pas me répondre, c'est juste que vous entendez mes questions ou mes réponses en fait avec du retard, voilà, tout simplement. Oui. Alors D'accord. Essar, Oui. nous allons aborder un sujet qui vous tient à cœur, comme moi également. Comme préambule à ce Citrep, c'est la situation en Palestine. Voilà, je vous laisse la parole. Tout à fait, en Palestine occupée, en Palestine, la situation est catastrophique. La répression et les agressions des colonisateurs israéliens est vraiment très forte contre la population palestinienne. À Hébron, ils ont tué un enfant, un jeune de 17 ans, en fait vraiment à coups de bâton, parce que les colons ont posé des tentes comme ça autour de la mosquée et dans la ville, comme provocation en fait. Ils n'arrêtent pas à Hébron, c'est provocation sur provocation, de la même manière à Jérusalem, provocation sur provocation. Ils sont en train de salir la mosquée Al-Aqsa. Dans toutes les villes pratiquement de la Palestine occupée, la situation est catastrophique. Les agressions des colons contre les Palestiniens sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes, avec la bénédiction de la police israélienne et voire l'armée qui s'y met aussi en plus. Les arrestations et puis les exactions contre les enfants, maintenant de plus en plus fortes. Donc je renouvelle aussi mon soutien à Ahed et tous les enfants qui sont dans les geôles israéliennes. Je rappelle aussi que comme défi de toutes les règles de l'humanité et de toutes les lois de protection des droits de l'homme, le tribunal aussi a renouvelé la période de comment dire, de D'incarcération. prison, d'incarcération de la jeune Rahed. Je voudrais de ce Citrep aussi assurer les Palestiniens, les jeunes, tous ceux qui se soulèvent aujourd'hui contre ce diktat américain néo-sioniste et le diktat sioniste, de toute ma solidarité, pas seulement de notre solidarité, mais de notre solidarité active réellement, et puis de toute façon tous ensemble nous gagnerons et la Palestine triomphera de la même manière que la Syrie triomphera. Voilà. Effectivement, Essar, puisque dans les deux cas, on a les autorités israéliennes qui se mêlent de la situation intérieure de la Syrie à plusieurs reprises avec des bombardements, des menaces, des mises en demeure, et j'en passe et des meilleurs. Alors, on va De toute entamer... façon, Oui, 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 je vous en pardon, prie, non mais je juste vous je en prie. voulais dire une phrase. De toute façon, ce que subit la Syrie, c'est bien pour que le grand soutien à la Palestine soit cassé ou soit rompu.
et puisque c'est la Syrie et le front de la résistance en fait qui soutient les Palestiniens dans leur lutte depuis des années. Donc, ce que subit la Syrie, c'est pour ses positions de soutien à la Palestine et pour faire oublier la Palestine, en fait, d'un côté, on s'attaque à la Syrie et surtout pour affaiblir les Palestiniens et affaiblir la résistance palestinienne. Mais de là, je peux dire que rien ne changera, que de toute façon, malgré ces blessures et ces grandes agressions contre la Syrie continue à soutenir la cause palestinienne et continue à lutter contre l'état d'occupation israélien qui est de toute façon, qui n'a absolument non seulement aucune légitimité, mais qui viole systématiquement toutes les lois internationales. On rappellera d'ailleurs à ce titre-là l'occupation depuis pratiquement plus de 40 ans du Golan syrien, hein, de la même manière que les territoires occupés. Depuis 67, 67. Effectivement, depuis 67, ça fait 50 ans. Oui. Effectivement. Alors Essar, avant d'entamer le gros morceau de ce Sitrep, hein, qui est consacré à la routade orientale, hein, qu'on appelle aussi la routade de l'Est, hein, qui se trouve à l'est de Damas, hein, on va quand même parler de la situation autour d'Afrin, cette province hein, qui se trouve frontalière avec la Turquie, qui subit actuellement une invasion de l'armée turque alliée à l'ancienne armée syrienne libre, hein, des terroristes, je dirais, lavés plus blanc que blanc par les Occidentaux. Et donc, eh bien, je vous laisse nous dire ce qui se passe actuellement. À part en fait l'encerclement que l'armée turque est en train d'opérer autour d'Afrin. En fait, Afrin qui est un grand département où il y a aussi d'autres villes et qui va depuis la frontière avec la Turquie, la frontière syrienne avec la Turquie, jusqu'à la ville d'Afrin et voire même en dessous dans le grand gouvernorat d'Idlib. En fait, donc cette région a été envahie d'abord par les terroristes de Nosra, qui ont été repoussés par les habitants d'Afrin, par tous les habitants de la région. Donc ces villes sont restées des villes sûres qui ont gardé aussi toute leur population, qui se sont opposées complètement à toute invasion terroriste. Hein. Et voilà qu'après Astana 6, que l'armée turque, sous prétexte de cette zone d'abaissement de tension qui est Idlib, et la Turquie, par cet accord d'Astana, est garant des terroristes de Nosra, garant dans le sens où elle doit les faire en sorte de les leur faire appliquer le cessez-le-feu, en fait, dans le cadre des zones d'abaissement de tension. Or, l'armée turque, se parant du masque de l'armée syrienne libre, envahit la Syrie, envahit les frontières depuis donc la Turquie, et elle rentre jusqu'à et ils essayent d'entrer dans les territoires syriens, après avoir d'ailleurs lancé des bombes, des missiles, etc. sur tous ces villages frontaliers. Or, en un mois et une semaine, l'armée turque n'a pu opérer aucune avancée. Ça, je parle d'abord sur le plan militaire. Ils n'ont opéré sur aucune avancée militaire et fous de rage, ils ont commencé à bombarder les villes, les villages, tous les villages de la région, donc le village de Genderis, de Joura, de Kuba et
Et puis, bon, pour s'approcher de la ville de Afrin, ils ont bombardé les circuits de distribution d'eau et la station d'épuration d'eau aussi de Afrin, d'eau potable, ce qui fait qu'aujourd'hui, Afrin est à plus de 10 jours, oui, 10 jours sans aucune eau potable. Ils creusent des puits et ils essayent de voir des eaux de fortune, ce qui fait que, bien sûr, ce sont des eaux qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas épurées, Potable. etc. Donc, ça produit pas mal de maladies et de problèmes intestinaux et autres. Oui. Donc, la population de l'ensemble de ce département, Afrin et toutes les villes autour, a beaucoup résisté. Ce sont des grands résistants. Le prétexte des Turcs, de l'armée turque, est de dire ils veulent défendre la sûreté nationale turque en s'attaquant aux terroristes. Mais de fait, ce sont eux qui défendent les terroristes d'Al-Nusra, qui d'ailleurs sévissent avec l'armée turque. Et se font appeler armée libre, armée syrienne libre, armée turque, etc. Tous les masques sont bons là pour cacher l'avancée de l'armée turque en violation de la souveraineté nationale syrienne, en violation de la charte des Nations Unies, en violation des droits humains et de l'ensemble des règles qui régissent les guerres, où on ne devrait pas attaquer les hôpitaux, les écoles, l'infrastructure non plus qui permet à la population de vivre, comme le circuit d'épuration d'eau et de distribution des eaux potables. Mais tout ça, l'armée turque fait fi de tout ça et bombarde sans arrêt cette ville et toutes les villes autour, Afrin. La population résiste. Oups. Oui, c'est bien ce qui me semblait, ça. Ça, c'est des bombardements, je ça. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, oui. Oui, exactement, oui. Oui, oui. Des missiles là, qui viennent, mais qui n'est pas loin. Bon, j'espère qu'on va pouvoir continuer sans problème et Oui. sans qu'il y ait d'attaque. Pour votre sécurité, surtout. Alors, voilà, c'est... Oui, mais je vais peut-être après fermer les rideaux, parce que s'il y a des éclats de verre, vaut mieux éviter. Là, c'est l'aviation syrienne, ça. Hein, voilà. Exact. Enfin, oui, absolument. Donc voilà, cette population alors résiste bien. Les Turcs prétendent que ce sont ceux-là les terroristes, les Kurdes, la population syrienne qui sont en majorité des Kurdes dans cette partie de la Syrie, mais qui donc au début avaient des velléités, je peux dire, c'est pas nécessairement séparationnistes, mais en fait ils faisaient partie du mouvement national kurde. Ils avaient des revendications réelles. Et puis au début de cette attaque de la Turquie, ils ont demandé à l'armée syrienne de les protéger. Donc il y a eu sachant que l'armée syrienne protège le pays et protège les frontières de toute manière, mais là c'était donc des accords qui ont été conclus puisque les Kurdes ils ont remis à plus tard leurs revendications, et là ils se sont mis sous la direction de l'armée syrienne pour continuer à se battre contre la Turquie. Il y a eu donc les forces populaires de défense qui sont rentrées par le passage à Ziyara,
Et ça, ceci, il y a 15 jours, en fait. On en avait parlé la dernière Oui, fois. absolument. Et lorsqu'ils sont rentrés, il y a eu des bombardements turcs sur le passage. Mais à cela ne tienne, il y a eu à nouveau un deuxième convoi, je peux dire, de forces populaires qui sont rentrés épauler les habitants de Afrin et de l'ensemble de ce département. Hier, il y avait aussi des quantités de cars importants qui venaient de Hasake, de Manbij et puis de Qamishli pour dire aux habitants de Afrin qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils viennent aussi les soutenir et les aider à résister. Bon, ceci dit, quand même, la détérioration des conditions de vie, les bombardements incessants contre les écoles, les hôpitaux, les administrations et tout l'ensemble des structures qui permettent de vivre ont fait qu'il y a beaucoup de réfugiés qui commencent à quitter justement Genderis et Rajou et ces villages qui sont autour de Afrin, qui relèvent de ce grand département de Afrin, qui ont commencé à quitter et à se réfugier à l'intérieur des autres départements syriens. Certains sont allés vers Alep, d'autres vers Hama et Homs, etc. Donc, il y a une situation humanitaire assez très difficile. Aujourd'hui, après des appels importants de la population, l'ONU a bien voulu regarder du côté d'Afrin, puisque de toute façon, il ne regardait que du côté de la Ghouta où se réfugiaient les terroristes. Oui. Là, donc, il y a un convoi humanitaire qui est rentré dans Afrin aujourd'hui. Les bombardements turcs continuent, mais donc ils essayent en fait le Croissant Rouge syrien avec l'ONU essaye quand même d'aider la population, de distribuer les vivres et surtout de soigner les blessés et les malades. En même temps, pendant ce temps aussi, des bombardements qui ont lieu contre le village de Foua et Kafaria, Oui. encore une fois, qui sont aussi encerclés depuis maintenant 6 ans, en fait, à l'intérieur de ce grand gouvernorat d'Edleb. Aussi, et il y a eu aujourd'hui des blessés et des morts aussi, à nouveau. Donc, bon, dans cette région, les choses continuent et bon, il y a une véritable bataille, de véritables batailles acharnées dans lesquelles les Turcs s'immiscent complètement et se confondent complètement aux terroristes, ce qui montre de manière encore plus évidente la connivence et la réelle collaboration entre la Turquie et les terroristes d'Al-Nosra qui existent à Idlib avec d'autres factions qui sont, elles, soutenues aussi par Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, Israël, etc. Passons les meilleurs. Voilà. Donc, la situation est assez catastrophique humainement à Afrin. Et puis, nous exigeons, et tout le monde exige, que le minimum des droits humains soit respecté dans cette guerre qui vise à mettre la Syrie à genoux et qui vise surtout une sorte d'épuration ethnique, je peux dire, et un vrai génocide du peuple syrien. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie nord de la Syrie. Bien sûr, la Syrie a envoyé plusieurs mémos et puis plusieurs lettres de protestation à l'ONU et au Conseil de sécurité.
qui d'ailleurs fait la sourde oreille sur toutes les exactions qui sont faites par les amis de l'OTAN, par les atlantistes, que ce soit les États-Unis, que ce soit les alliés des États-Unis. À ce titre, je voudrais rappeler quand même les bombardements au phosphore blanc qui ont eu lieu et la destruction totale de la ville de Raqqa qui a été faite, menée de manière systématique par toutes les forces de la coalition des États-Unis, sous la direction des États-Unis. Les bombardements qui avaient touché les hôpitaux aussi à l'est de Deir ez-Zor et dans les écoles, plus les bombardements qu'avaient subis les forces de défense populaire qui allaient s'attaquer à des cellules dormantes de Daesh dans le quartier est de Deir ez-Zor, dans le quartier de Salhiye. Tout ceci, c'est blocus total du côté du Conseil de sécurité. Ils ne regardent pas de ce côté-là, ils n'en parlent pas. Ceci dit, malgré les centaines et les dizaines et les dizaines de lettres de protestation et de lettres envoyées à l'ONU et au Conseil de sécurité et aux différentes commissions, dont la commission d'interdiction, la commission, l'organisation d'interdiction des armes chimiques, puisque les bombardements au phosphore sont interdits, mais ils ont été systématiquement utilisés par les États-Unis dans les bombardements de la ville de Raqqa et contre la population de Raqqa. Bien sûr, sont complices les Français, les Britanniques, les Autrichiens qui bombardent systématiquement aussi à chaque fois qu'ils prétendent lutter contre le terrorisme. Et en fait, en réalité, ils favorisent l'étalement de Daesh à l'intérieur de ces territoires. Essar, je comprends que vous évoquiez à très juste titre ce qui s'est passé à Raqqa, avec l'attitude criminelle des Occidentaux contre les civils de cette ville syrienne. On peut ajouter le massacre des populations civiles de Mossoul en Irak par la même coalition US. Et tout ça en comparaison aux cris d'orfraie des soi-disant, enfin de la dénonciation de la soi-disant des soi-disant bombardements du régime, entre guillemets, un régime syrien contre les civils de la Ghouta de l'Est. Ce qui est assez intéressant ici, c'est de faire cette comparaison justement entre d'un côté, alors d'abord le fait que la Ghouta de l'Est est quand même un remake de ce qui s'est passé à Alep-Est, donc dont on n'entend plus parler aujourd'hui, je le rappelle, mais c'est aussi très intéressant de faire cette comparaison entre d'une part la Ghouta de l'Est et le traitement médiatique occidental à ce sujet, et d'une part Raqqa et d'autre part Raqqa et Mossoul, où la coalition US a commis des massacres sans que jamais une fois l'ONU ne vienne y mettre son nez. On rajoutera sur la liste le Yémen, qui est bombardé par l'Arabie Saoudite, armé par les pays occidentaux. Toujours depuis aucune 2015, 3 ans. Oui, toujours aucune protestation de la part de l'ONU de ce point de vue-là. Voilà. Tout à fait, absolument. Très important, et merci de faire ce rappel et ce point, effectivement. Ouais. Alors, vous vouliez évoquer, j'entends toujours des explosions, je crois. Oui, tout à fait. C'est effarant. Vous vouliez évoquer les manœuvres des USA et d'Israël, de ce point de vue à l'ONU, sans doute, déjà. Oui, alors les manœuvres, et de toute façon, ce que je voudrais dire, là, ces manœuvres font suite à deux choses. D'abord, elles étaient prévues, je crois que ça c'est un
rituel ils en sont à la troisième série. Jennifer Cobra, il s'appelle, effectivement. Mais je remets un peu le contexte de ces manœuvres. Il y a eu, on peut le rappeler, la gloire, je peux dire, de l'armée israélienne, le F-16, qui est un avion qu'il disait inatteignable, etc., par les missiles. Et donc, qui a été effectivement descendu avec des missiles syriens assez vieux, d'ailleurs. C'est Oui. pas du tout le dernier. Ce ne sont pas les derniers missiles, mais ce sont des missiles qui sont très vieux, les SAM 5, qui sont de 74 en fait, qui ont été un peu modernisés par les ingénieurs syriens. Et donc cet avion a été, plusieurs avions ont été touchés. Euh, la, la, les Donc, médias israéliens l'ont montré sur toutes les toiles. Cet avion est tombé dans les terres de la Palestine occupée, donc il ne pouvait pas nier oui. le fait qu'il était là. Ils ont Euh, réussi, et ça, oui, je rappelle encore une ah, fois, ils ont réussi à faire croire que le tout nouveau cinquième génération avion F-35 américain avait été victime d'une volée d'oiseaux libanais. Hein. oui, oui. Et puis, oui, non, mais ça fait rire. Mais en même temps, il y a eu 7 missiles qui ont été tirés aussi par Israël, certains ont été dévoyés complètement, d'autres ont été complètement cassés. Donc, important. Ce qui fait que la réaction en Palestine occupée a été la grande panique. Hein. Grande panique à bord. Il y a eu les sirènes qui ont retenti dans tous les départements du nord de la Palestine occupée. Les gens ont couru aux abris. Ils y sont restés 48 heures. Des grandes discussions autour de cette catastrophe, etc. Donc, suite à ça, effectivement, très rapidement, Netanyahou est allé voir les Américains, il est allé voir Poutine, et même très rapidement, d'ailleurs, ce jour-là, Israël a demandé à ce que les États-Unis puissent faire pression et à ce que la Russie fasse pression sur la Syrie pour ne pas escalader en disant de toute façon nous on veut absolument pas d'escalade, c'est bon, on en reste là, etc. Il n'y a pas d'escalade de prévu. Et après, donc, il y a eu une visite pour voir du côté de la Russie ce que les Israéliens peuvent récolter. Suite à ça, donc, et suite à toute cette agitation, il y a eu 2 choses. Alors, il y a eu le fameux conseil de Munich qui a été conseil pour la paix, pour la sécurité de tous les pays de l'OTAN, plus un ensemble de pays qui sont satellites, qui s'est réuni et qui a fait, en fait, ça a été, ce congrès a été tout sauf pour la paix et la sécurité, puisque ça a été une véritable déclaration, je peux dire, ou une véritable préparation à la guerre, puisque tout le monde a augmenté, tous ces pays ont augmenté la quantité d'argent qui est prévue pour la militarisation, en fait, oui. pour l'activité militaire. Que de toute façon, ils ont commencé à dire que de toute façon, l'ennemi stratégique, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran, etc. Et en fait, vraiment focalisant complètement contre l'Iran. Et puis, bien sûr, derrière l'Iran, on peut penser tout le camp qui, aujourd'hui,
et pour un monde différent, disons, ou des relations différentes dans ce monde. Donc la Russie, les pays du BRICS, les pays d'Amérique latine, et spécialement le Venezuela, la Syrie et aussi donc tous les pays qui cherchent à être souverains, je peux dire. Alors, si vous me Voilà. permettez, Essar, une petite Allez-y. parenthèse, une toute petite parenthèse pour appuyer votre propos concernant le lien commun entre la Syrie et le Donbass, hein, qui est l'ex-région ukrainienne, hein, enfin, qui est à cheval aussi Ouais. avec la Russie. Hein. Pour voir que Ouais. c'est la Russie qui est visée, c'est que on a exactement, je dirais, les mêmes méthodes. Hein, on a, et on va en parler justement à propos de la route de l'Est, hein, puisque ça a été découvert récemment par l'armée syrienne, des laboratoires de fabrication d'armes chimiques hein, dans la route de l'Est. C'est très récent, hein, ça vient de tomber, hein, cette information est d'aujourd'hui. Mais on a également une tentative de false flag, pareillement du côté du Donbass. L'objectif dans les deux cas est pratiquement simultanément c'est de justifier une attaque militaire, hein, qu'elle soit otanienne, américano-otanienne sur la Syrie, ou qu'elle soit américano-otanienne également sur le Donbass, et donc contre la Russie, dans les deux cas. Tout Il à y a un fait. parallèle évident entre les deux théâtres d'opération. Hein. La Russie est la cible finale. Oui, Hein. absolument. Absolument. Il y a aussi le même parallèle par rapport au Venezuela, parce C'est ça. qu'ils ont tenté aussi de faire une sorte de printemps arabe au Venezuela aussi, et des manifestations, etc. Et puis des gens qui veulent tout casser et qui veulent faire la révolution contre l'État, contre Maduro. Enfin bon, donc voilà, c'est exactement le même scénario Oui. qui est collé Avec menace euh, d'intervention militaire de américaine. destruction, voilà, de destruction des pays qui refusent le diktat américano-sioniste, effectivement. Voilà, moi j'en étais au fait que donc il y avait ce congrès de Munich. Suite au Oui. congrès de Munich, il y a eu au même moment il y avait un congrès à Moscou qui est le congrès de Valdai, qui était aussi qui montrait le rôle de la Russie important en fait dans l'opposition au terrorisme, dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte aussi pour la paix dans le monde et pour la paix dans la région surtout. Oui. Donc, ont assisté à ce congrès, donc Madame Hosseina Charban, Monsieur Zarif aussi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Et ça a été effectivement le résultat, disons, ça a été aussi un renforcement des liens stratégiques entre la Russie, l'Iran, la Syrie dans la lutte contre le terrorisme, avec la Chine aussi qui a aussi déclaré sa volonté de continuer à lutter pour la paix dans le monde et Oui. pour des relations gagnant-gagnant, des relations de respect dans le monde, etc. Donc, ces deux congrès ont fait que, effectivement, il y avait disons, un état d'esprit dans le monde qui fait que les deux axes se dessinent beaucoup plus ouvertement. Et dernier point, le 1er mars, en fait, lorsque Poutine déclare, fait devant l'Assemblée nationale, en fait, devant la Douma russe, présente les nouvelles armes Oui. qui sont des armes absolument importantes et qui sont aussi des armes nucléaires qui peuvent être aussi utilisées de manière des petites armes nucléaires, etc. À des vitesses Mais aussi, hypersoniques. Hein. surtout ce grand avion en fait qui va à des kilomètres et des kilomètres et qui n'est pas visible par les radars
et qui ne peut pas être atteint par les missiles et qui est transcontinent en fait. Oui. Donc, bon, bah, ça a été très interprété par une panique aussi dans les pays occidentaux et notamment par les États-Unis qui a dit, donc Trump y a déclaré, dans 10 ans, nous serons à ce niveau certainement. Et parce qu'il voulait relancer la recherche scientifique pour arriver à ce niveau-là dans 10 ans. Donc tout ceci, je peux dire, a une signification, c'est que ce n'est pas du tout du côté russe, ce n'est pas du tout une déclaration de force où De guerre. il montre sa force, mais plutôt une fermeté dans les décisions et dans l'attitude. C'est que de toute façon, nous sommes là pour défendre nos intérêts. Nous sommes là et aussi nous saurons nous défendre contre ceux qui veulent nous agresser ou agresser notre sûreté nationale. Et donc, tous ceux qui nous attaquent ou attaquent nos alliés seront bien reçus. Voilà. Donc, c'est une mise en garde, hein. Ça a été importante, une mise en garde très déterminée, très calme. Et voilà, donc ça n'a pas été sur les... et même au niveau intérieur, en fait. Donc, suite à cela, effectivement, les manœuvres israéliennes avec les États-Unis ont été lancées en même temps, presque au mois de mars, et qui ont duré un mois. Je peux dire d'habitude, ces manœuvres, elles durent une semaine. Là, ça a été prolongé à un mois et ça a été aussi complètement orienté pour simuler une attaque au Liban contre le Liban, la Syrie, le Hezbollah, etc. Essentiellement contre le Hezbollah. En fait, ces manœuvres montrent aussi la panique des Israéliens qui tout de suite commencent à vouloir avoir des assurances du côté de leurs alliés américains qui jusqu'à présent disaient ou affirmaient ne pas du tout s'immiscer dans une guerre au Moyen-Orient ou dans cette région, puisque ce qui l'intéressait, c'était la région de la mer de Chine plutôt, et que l'ennemi, selon eux, c'était les Chinois. D'ailleurs, les tergiversations avec la Corée du Nord aussi ont été assez violentes à un moment donné, et aujourd'hui, qui se soldent d'ailleurs aujourd'hui par une volonté de contact au mois de mai, et qui a été d'ailleurs béni par la Chine, oui. puisque le président chinois a dit que de toute façon, il n'y a pas mieux que le dialogue pour désamorcer les tensions et pour créer un climat de convivialité et de débat, tout simplement, dans les régions qui permettent au peuple de vivre normalement et bien. Voilà, gagnant-gagnant, comme ils disent. Donc voilà, ces manœuvres israélo-américaines continuent. Je rappelle aussi qu'un petit peu avant, il y avait eu des manœuvres dans la mer Rouge entre Israël, conjointes israélienne, israélo-saoudienne, et que l'Arabie saoudite devient un peu le fer de lance aussi de la lutte contre la Syrie, contre tous les pays qui veulent aussi une certaine indépendance. C'est vraiment le bras agissant des États-Unis et d'Israël dans la région. Donc avec leur argent et avec aussi tout le matériel militaire qu'ils achètent aux Américains, à la fois pour remonter l'économie américaine, mais aussi à la fois pour avoir plus
plus d'armes pour attaquer le Yémen, pour Oui. continuer la guerre contre le Yémen, Oui. pour utiliser, en fait, armer et financer les terroristes qu'ils repêchent et qu'ils recyclent. Alors, ceux qui sont des faits en Irak et en Syrie, ils sont repêchés, recyclés pour aller soit au Vietnam, pardon, pour être envoyés en Afrique, au Mali, etc. Oui. Oui. Et surtout en Afghanistan aussi, puisqu'ils recommencent aussi à faire mener des hostilités en Afghanistan et voire ailleurs, en Chine et dans les pays qu'ils veulent déstabiliser, que les Américains et les sionistes veulent déstabiliser pour faire passer leur plan. Voilà. Alors, Donc on Essar, sait d'ailleurs... Oui, oui, je vous en pardon. prie, je vous en Allez-y. prie. Euh, oui, je voulais dire, pardon. Euh, je voulais faire une petite parenthèse parce que vous avez évoqué les manœuvres US et israéliennes, hein. Oui. Il faut noter, parce que ça c'est très important dans l'agenda mondialiste, je dirais, la date fatidique du 18 mars prochain en Russie, c'est la date des élections présidentielles, hein. Il faut Tout à savoir fait. que Vladimir Poutine se présente en candidat libre, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas soutenu, enfin il n'est pas, il se sépare en fait de son parti politique dans lequel bon nombre de gens considèrent qu'il y a ce qu'on appelle une cinquième colonne favorable aux intérêts de Washington. Donc là, il y a un changement radical qui est sur le point de se produire en Russie ce 18 mars et il a toutes les chances d'être élu puisque d'après les sondages il aurait 70% d'opinion favorable, même plus que ça, d'intention de vote. Ça signifie qu'il y aura très certainement après le 18 mars, après l'élection de Poutine, déjà un changement radical au niveau de la direction du pays et surtout un changement radical au niveau je dirais, de l'attitude du pouvoir russe vis-à-vis des comportements criminels des Américains et des Israéliens en particulier. Et là, il se peut bien que ces manœuvres US-Israël cachent quelque chose de très dangereux et de très inquiétant pour essayer d'anticiper, je dirais, ce changement radical de politique en Russie. Donc je voulais vraiment souligner cet aspect-là parce qu'il est très très important. On en a discuté récemment avec Christelle Néant, hein, qui voit très bien aussi, pareil, cette échéance électorale influer sur le comportement des autorités de Kiev, drivé par Washington. Hein. D'accord. Oui, c'est très important et c'est très intéressant d'ailleurs de voir dans ce contexte-là. Il y a aussi, effectivement, mais en fait, on sait qu'il y a des élections dans pas mal de pays parce qu'il y a aussi des élections en Égypte, il y a des élections aussi au Liban, euh, donc tout ceci est lié. Oui. Les élections en Iran, je crois aussi, non? Au Venezuela, ça c'est sûr, Non? au mois de mai. Au Venezuela, oui, au Venezuela, mais en Iran, ils ont cherché à déstabiliser l'Iran Oui. aussi complètement par des terroristes, etc. Mais bon, il y a toujours cette volonté non seulement de déstabiliser, mais de créer le chaos qu'ils appellent chaos constructif, n'est-ce pas? Oui. Le chaos. Bon, donc ils continuent vis-à-vis de tous les pays, les Américains, avec les sionistes à leur solde. On ne sait pas qui est la solde de l'autre, mais en tout cas, ils sont très, très liés tous les deux. C'est clair. Alors ça, on va aborder le sujet principal, l'élément principal de votre site rep, hein, qui est la situation dans la Ghouta La orientale. Hein. situation dans Oui, la situation dans la Ghouta orientale, donc il y a eu il y a eu pas mal de batailles acharnées effectivement dans la Ghouta. L'armée syrienne a commencé par rentrer elle est au milieu.
de la Routa en coupant la Routa en deux. C'est-à-dire que ça a été une tactique absolument héroïque. Il rentre au milieu, ayant des ennemis d'un côté, des ennemis de l'autre côté. En fait, ce sont les Jabhat al-Nusra, Jihad al-Islami, Jihad al-Islam, et puis Faylaq al-Rahman. Trois factions importantes, hein, qui occupaient donc cette route de l'Est, hein, et qui sont soutenus. Alors, pour une partie de Allouche, le Mohammed Allouche, Jaish al-Islam, ils sont soutenus par l'Arabie Saoudite directement. Ils avaient assisté à Astana aussi. Ils sont censés respecter la zone d'abaissement de tension et la trêve, en fait. Donc, et c'est eux qui continuent à tirer des missiles et des obus de mortier sur les quartiers civils de la ville de Damas. Al-Nusra, donc il y a Faylaq al-Rahman aussi. Jaish al-Islam, Faylaq al-Rahman et encore une troisième faction qui se faisait aussi en quelque sorte la guerre en certains cas, puisque quand ils commencent à perdre, hein, et c'est la débandade, ils s'accusent de trahison, ils s'accusent d'avoir vendu les uns aux autres, etc.